Quel est l'impact du coronavirus dans le monde de l'immobilier? Avec Laurent, mon partenaire courtier, et l'équipe Imoneo.com, nous avons mené l'enquête pendant plusieurs jours auprès de nos différents partenaires, notaires, courtiers, diagnostiqueurs, promoteurs, pour tourner aujourd'hui cette nouvelle vidéo et vous expliquer l'impact de cette crise sanitaire sur le marché de l'immobilier. Alors pourquoi est-ce qu'on vous tourne cette vidéo? Tout simplement parce que vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages. Et les questions les plus fréquentes étaient: est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que en 2020, c'est le moment de mettre en vente son bien immobilier ou est-ce qu'il faut repousser son projet? La fameuse question des banques, est-ce qu'elles vont continuer à prêter en cette période de sortie de confinement? Est-ce que les taux de crédit risquent d'augmenter? Laurent y répondra. Les acheteurs étrangers vont-ils toujours être au rendez-vous? C'est une question aussi que vous nous avez posée très largement. Et enfin, vous avez été nombreux à nous dire: mais ça va être quoi le scénario de l'immobilier dans quelques semaines et dans quelques mois? Et la liste des questions est encore là. Nous allons donc aujourd'hui vous présenter le constat de cette enquête spéciale, l'impact du coronavirus sur l'immobilier. Mais avant cela, n'oubliez pas de répondre à notre sondage juste ici et de vous abonner à notre chaîne YouTube Imoneo.com pour ne plus rater aucune vidéo de coaching immobilier Imoneo.com. Jusqu'au 15 mars, nous étions sur une activité très dynamique, avec une pénurie d'offres de logements dans certaines villes. Jean-Marc Toroyon, président de la FNAIM, prévoyait alors un rythme de 950 000 ventes pour cette année. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une période de non-marché. Alors oui, il va y avoir des conséquences, bien évidemment, sur le marché de l'immobilier. Les délais vont être rallongés et les conclusions d'actes sont déjà décalées. C'est un fait. Les promoteurs ne construisent plus, les agents immobiliers ne visitent plus, les diagnostiqueurs immobiliers ne font plus d'expertise et les notaires signent beaucoup moins d'actes qu'en temps normal. Il est cependant trop tôt pour dire comment le marché va évoluer de façon certaine. Toutefois, si le marché est à l'arrêt total, quasiment, on sait qu'il finira par repartir. D'autant plus que les taux devraient rester bas. Mais il ne pourra rester indemne. Rien ne sera jamais plus comme avant. Reste à savoir avec quel scénario, L, V ou U, l'immobilier va repartir. Je vous expliquerai les différents scénarios en toute fin de vidéo, donc restez bien connectés avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a donc actuellement ceux qui ont des achats ou des ventes en cours et qui aimeraient forcément vraiment les concrétiser. D'autres, par contre, on le voit, en profitent pour se renseigner, passer des appels sur un projet qu'ils avaient mis en stand-by par manque de temps. Souvenez-vous, en 2019, année record. Tiens, d'ailleurs, participez à notre sondage en nous indiquant combien il y a eu de ventes en 2019. 2019, vous l'avez tous su, vous l'avez tous vu, vous l'avez tous lu, aura été une année record pour l'immobilier. Plus d'1 million de transactions, record historique. Nous étions dans un marché immobilier euphorique où il suffisait de poster une annonce avec 3 photos, un texte approximatif et cela déclenchait des visites et des offres. À Paris, c'est quasiment 4 voire 5 acquéreurs pour un seul vendeur. Et dans les Alpes-Maritimes, les produits phares, la maison à 450 000, se vendaient quasiment en off-market. Mais 2020 s'annonce, en tout cas, comme une année sous pression. Aujourd'hui, la situation a changé, puisque les visites physiques sont impossibles et aller plus loin, impossible. Mais rassurez-vous, durant cette période de confinement, les acquéreurs sont plus que jamais connectés. C'est pour cela qu'aujourd'hui et dans le futur, dès la fin du confinement, la digitalisation de l'immobilier ne sera plus que jamais obligatoire. Vous, vendeurs, qui avez pour projet de vendre, vous devez dès la fin du confinement mettre en place la meilleure stratégie de commercialisation pour vendre votre bien. Et vous, agents immobiliers, vous devez de revoir toutes vos offres de services. Il y aura forcément un avant et un après coronavirus en matière de consommation de l'immobilier. Nombreux sont alors les vendeurs qui nous demandent s'il va falloir baisser le prix du bien pour réussir à vendre. Notre recommandation pour le moment, c'est que vous ne devez pas forcément baisser votre prix. Les taux des emprunts d'État après cette tendue un temps repartent nettement à la baisse. Par conséquent, les taux de crédit immobilier ne sont pas prêts de remonter et les acheteurs seront donc toujours au rendez-vous avec ces taux qui sont attractifs. Mais la question qu'on se pose tous, est-ce que les prix vont baisser? Comme l'expliquait Jean-Marc Toroyon, cela dépendra de la rapidité d'ajustement du marché. Si le retrait des offres correspond à l'apathie de la demande des acheteurs, ils ne pensent pas à l'effondrement de prix. Et certainement pas à une baisse dans le sens où l'éclatement d'une bulle. En effet, si on met de côté les 10 plus grandes métropoles, la plupart du temps, les prix ont stagné.
voire baissé ces 5 dernières années. En euros constants, on peut même dire que les prix ont plutôt baissé. La bulle immobilière ne peut donc pas exploser puisque nous n'étions pas du tout dans une bulle immobilière. Par ailleurs, c'est dans les grandes villes où les prix ont le plus explosé ces dernières années que le marché pourrait reprendre le plus vite. Il est toujours difficile de prédire l'avenir. 2019, période euphorique, à l'heure actuelle, nous n'avons pas assez de recul. En tous les cas, si vous avez pour projet de vendre pour des raisons qui vous sont personnelles, nous vous conseillons de mettre en vente votre bien, car on ne sait pas de quoi sera fait demain. Cependant, évidemment, si vous êtes prêt à décaler votre projet de vente de quelques mois, quelques années, alors là, c'est un autre débat. Et vous aurez tout le temps de constater la hausse ou la baisse du marché suite à cet épisode du coronavirus. Attention aux acheteurs qui veulent tirer profit de cette situation, car certains pourraient être pressés de vendre. Une situation que certains acheteurs pourraient espérer tirer à profit pour négocier de façon agressive. Et plus longtemps il faudra attendre la fin du confinement, plus ces propriétaires baisseront le prix. Mais on peut s'attendre à des baisses de prix sur certains biens de 15 à 20%. Cependant, comme l'annonce Bertrand Stalder, président du groupe Se Loger sur les antennes de BFM TV, personne n'a de boule de cristal. Ce qui est sûr, c'est que les premiers touchés vont être ceux qui, même si les taux restent bas, n'auront plus accès à l'emprunt. Et les autres qui vont mettre, bien entendu, leur projet en stand-by. D'après lui, c'est plutôt le volume des ventes qui va être touché plus qu'une baisse de prix. On peut néanmoins se dire qu'il s'il y a moins de ventes, en découlera forcément une baisse de prix. Pour Bertrand Stalder, la baisse sera de l'ordre de 0 à 5%. Quant à Yann Yano, président du réseau La Forêt, il nous dit qu'il ne faut pas sous-estimer cet épisode, mais qu'il n'a cependant rien à voir avec celui des subprimes. C'est pourquoi nous pensons que la reprise des transactions pourrait être aussi brutale que l'arrêt. C'est le fameux scénario en V. Et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la majorité des projets immobiliers sont différés et le rattrapage pourrait être plus important. En parallèle, le marché du neuf, déjà fortement impacté pendant la période préélectorale et le gel des permis de construire, subit un terrible coup de frein, ce qui devrait avantager celui de l'ancien. De plus, les banques fraîchement libérées d'une partie de leurs contraintes favoriseront certainement les prêts aux ménages et continueront à pratiquer des taux bas. Enfin, l'effondrement des marchés boursiers ne devrait pas détourner les Français de la pierre, bien au contraire. La seule inconnue concernera bien entendu la solvabilité d'une partie des acquéreurs quand la vie reprendra son cours normal et que les acheteurs pourront de nouveau visiter. Cependant, certains annoncent une forte baisse, comme le président du Conseil supérieur du notariat, Jean-François Imbert. Ce dernier évoque ainsi dans le Parisien une crise comparable à celle de 2012-2013, avec une correction des prix de 10 à 15%. Il rappelle au passage que durant la période 90-97, les prix avaient chuté de 50% dans la capitale. Qu'en pensez-vous? Partagez-nous vos réactions dans les commentaires. On a hâte de voir votre réaction. Pour en revenir, selon Eric Allouche, directeur exécutif du réseau ERA, il déclare dans le Figaro Immobilier « Si le confinement dure 3 mois, la crise n'affectera pas durablement le marché à long terme, mais la reprise sera très difficile à court terme. S'il dure plus longtemps, il faut s'attendre à des dépôts de bilan et un chômage massif. Dès lors, il ne sera plus des questions d'acheter de l'immobilier, mais de survivre. » Mais ce n'est pas le scénario qu'il envisage. Pour lui, l'immobilier est structurellement solide et reste et restera une valeur refuge. Mais comme je le précise toujours, l'immobilier est lié à chaque région, chaque ville, chaque quartier, voire même certaines rues. Il est évident que certaines villes vont être beaucoup plus impactées que d'autres. Mais nous sommes persuadés que dans les zones tendues, nous ferons face à un ralentissement des prix, voire une légère baisse, plutôt qu'un effondrement. Car le besoin de logement reste toujours très fort et la demande supérieure à l'offre. C'est une crise sanitaire qui, bien entendu, a un impact sur l'immobilier. Mais il ne faut pas faire de généralité au niveau national. On le voit sur immoneo.com, même en période de confinement, les produits phares continuent toujours de générer de l'attrait, de la demande, des questions de la part des acheteurs. Alors oui, il n'y a pas de visite, mais les échanges téléphoniques entre acheteurs et vendeurs sont quand même au rendez-vous. Les banques vont-elles continuer à prêter à la sortie de la crise? Assurément, la réponse à cette question est oui. Il faut bien comprendre que le crédit immobilier est pour les banques la première arme de conquête de prospects afin de renouveler leur clientèle. Maintenant, si elles vont continuer à délivrer des crédits, il faut quand même savoir que les règles se sont considérablement durcies
depuis environ 3 mois. La question est de savoir plutôt si les banques vont assouplir ces règles, compte tenu du contexte de crise un petit peu dans lequel nous sommes. Les dernières années ont vu un essor du crédit immobilier en France sans précédent. C'est pourquoi, à la fin de l'année 2019, vous avez un organisme en France qui s'appelle le Haut Comité de stabilité financière, qui, pour enrayer cette croissance sans fin de ce crédit et pour contrôler le risque inhérent à ce dernier, a établi certaines règles. Il a fait des préconisations aux banques qu'elles ont, pour la plupart, toutes suivies à la lettre. Ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par, d'abord, une demande d'apport supplémentaire. Il y avait eu l'essor des crédits sur 25 ans, sans apport, avec un apport proche de zéro. On va réduire la durée, parce que je disais 25 ans, mais ça pouvait aller jusqu'à 30 ans, mais également un suivi de la règle stricte de l'endettement du foyer, qui doit rester inférieur à 33% des revenus. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pour des exemples précis, un couple qui n'a pas de crédit et qui gagne 4 000 € par mois ne pourra pas emprunter davantage, toujours sur une durée maximale de 25 ans, que 250 000 €. Celui qui gagne 4 000 € par mois, pas davantage que 330 000, et celui qui en gagne 5 000, pas davantage que 410 000 €. Il y a également une distinction à effectuer selon que le projet porte sur l'acquisition d'une résidence principale ou d'un investissement locatif, et a fortiori d'une résidence secondaire. Les primo-accédants pourront continuer à emprunter aisément. Les banques auront toutefois à cœur de privilégier les foyers avec des revenus conséquents, c'est-à-dire de plus de 4 000 € par mois pour un couple. Et il s'agit bien évidemment du cœur de cible qu'elles vont chouchouter, à savoir encore plus les jeunes actifs. Alors, cela ne signifie en rien que les foyers disposant de revenus plus modestes ne pourront plus emprunter. Il faudra cependant mettre toutes les chances de votre côté en vous faisant notamment accompagner par un professionnel, comme un courtier en crédit, dont c'est le métier et qui aura une visibilité sur l'ensemble du marché bancaire. En ce qui concerne l'investissement locatif, de nombreux acteurs bancaires travaillaient avec la notion du différentiel. En gros, ça signifie qu'ils n'ajoutaient pas à votre endettement le crédit que vous contractiez du moment où vous perceviez un loyer et que ce loyer permettait le remboursement de la dette. Cette notion, elle a de plus en plus tendance à disparaître. Les endettements alors vont augmenter, ne permettant plus de respecter les règles du 33% d'endettement. Ce secteur du locatif risque donc de souffrir de la mise en place au stricto sensu de ces règles. Je conclurai la réponse à cette question sur le fait qu'il convient quand même de rester très vigilant. Jamais les règles d'octroi de crédit n'ont été aussi volatiles. Ce qui est vrai aujourd'hui pour une banque peut être remis en cause le lendemain. Nous-mêmes, en tant que courtiers, nous le constatons tous les jours. On a appris par exemple la semaine dernière que le Haut Comité de stabilité financière allait peut-être revenir sur ces fameuses préconisations. De même, les ratios de solvabilité des banques, qui ont un impact direct sur la distribution de crédit, vont pourquoi pas être revus afin toujours de relancer l'économie d'après-crise. Mon conseil, c'est vraiment de profiter de cette période pour faire étudier votre projet par un professionnel. Ce professionnel, bon, ça peut être nous, Azure Invest Solutions, les études étant gratuites, ou votre courtier habituel en qui vous faites pleinement confiance. Les taux de crédit risquent-ils d'augmenter avec cette crise? Alors, la réponse la plus courte, c'est oui, peut-être, de manière très modérée et pas pour tout le monde. On va essayer de s'en expliquer. Alors, sans rentrer dans des explications trop techniques, essayons d'expliquer pourquoi par un raisonnement logique. Pour répondre à cette question, intéressons-nous d'abord à comment sont déterminés les taux de crédit immobilier. En gros, il y a 3 acteurs, les particuliers ou les entreprises, les banques de réseau et la Banque centrale européenne.
Les particuliers empruntent auprès des banques de réseau, qui elles-mêmes empruntent à la Banque Centrale Européenne. Alors, quels sont les risques? Bon, petit 1, que la Banque Centrale augmente son taux directeur. Petit 2, que les banques de réseau augmentent leur marge, c'est-à-dire la différence entre le coût auquel elles achètent l'argent et auquel elles le revendent. Revenons sur la première hypothèse. La Banque centrale peut-elle augmenter ses taux? Bon, la réponse est oui, elle est indépendante. Mais la bonne question c'est, est-ce qu'elle peut le faire ou est-ce qu'elle le fera? La réponse là est très certainement que non. Pourquoi? Bon. Les premiers acteurs impactés par une hausse de taux de cette BCE seraient les États. Or, les dettes d'État, notamment les dettes des États de la zone euro, n'ont jamais été aussi élevées. Et cette dette va encore sensiblement augmenter par tous les plans de relance d'ores et déjà annoncés par le gouvernement. En cas de hausse de taux, les États auraient beaucoup de mal à rembourser leurs dettes et cela conduirait à une nouvelle crise, celle des dettes souveraines. Rappelez-vous, c'est ce qui s'est passé à partir de 2010, après la crise financière de 2008. Et ce fut un petit peu dévastateur en Europe, on s'en souvient, avec la Grèce et l'Italie. Désormais, la Banque Centrale Européenne fera tout ce qu'il faut pour ne pas réitérer l'expérience et sera, comme on dit dans le jargon, au chevet des États. Deuxième hypothèse, que se passerait-il si les banques de réseau augmentaient leurs taux et donc leurs marges? Ici, c'est le principe de la concurrence qui va protéger les emprunteurs. En effet, les banques se livrent entre elles, on l'a vu, une concurrence acharnée pour conquérir de nouveaux clients, surtout les bons clients, en proposant la meilleure offre de taux. Si l'une ou l'autre augmentait ses taux de manière significative par rapport aux autres, elles se situeraient rapidement, du coup, hors marché, et leur production de prêts diminuerait considérablement. C'est d'ailleurs cette pratique qu'elles utilisent lorsqu'elles ont par exemple réalisé leurs objectifs annuels et qu'elles souhaitent mettre un coup d'arrêt à leur production de prêts. Par ailleurs, le risque d'une entente entre les banques, on pourrait l'imaginer, pour de concert toutes remonter leurs taux, est quasi nul. Tout simplement car ce type de comportement est proscrit par le droit de la concurrence. Cependant, dans le contexte actuel, les banquiers risquent d'être de plus en plus sélectifs dans les dossiers qu'elles choisiront d'accompagner. Ainsi, une partie des emprunteurs sera toujours très courtisée par les banques, à des conditions de taux très favorables. Et une autre partie, pour continuer à être accompagnée dans son financement, pourra l'être, mais à un niveau de taux peut-être un petit peu plus élevé que la moyenne. Les acheteurs étrangers seront-ils toujours au rendez-vous? Alors, au niveau international, la crise du coronavirus a paralysé la planète entière. À ce jour, plus de 3,4 milliards de personnes, soit 43% des habitants de la planète, sont confinés à divers degrés dans près de 80 pays pour tenter d'endiguer la pandémie. Évidemment, dans ce contexte, l'achat de biens immobiliers à l'international est désormais loin d'être une priorité. L'interdiction de voyager signifie également que les acheteurs ne peuvent plus être physiquement présents sur le territoire français pour conclure des transactions depuis l'étranger. Bref, sur les marchés où les acheteurs de biens immobiliers étrangers représentent une part importante des transactions, il ne serait pas surprenant de constater une contraction du volume de vente. Cependant, n'oublions pas que même si le mythe de l'acheteur étranger fait l'objet de toutes les convoitises dans l'esprit de certains vendeurs, il ne représente en réalité qu'une minime partie des transactions à l'échelle nationale. Maintenant, il est vrai que sur la Côte d'Azur, la proportion peut être un peu plus élevée. Pour répondre plus concrètement à la question initiale, il faut différencier, à mon sens, les profils d'acheteurs étrangers. Il y a les plus fortunés qui investissent sur la Côte d'Azur pour leur résidence secondaire. C'est un profil de clientèle plutôt haut de gamme,
qui voit son placement dans une résidence secondaire comme un investissement de loisirs et de vacances, certes, mais également comme une source de diversification de son épargne. Et là, compte tenu de la chute des marchés financiers et de l'incertitude économique, le marché de la résidence secondaire, encore plus celui à destination des non-résidents, risque de souffrir davantage que les autres. D'autres investisseurs étrangers ont effectué des investissements locatifs. C'est le cas par exemple d'acquisitions dans la ville de Cannes, des appartements ou des villas, dans le but de faire du locatif pour des congrès ou des festivals. Le risque, là, c'est que les investisseurs soient un petit peu échaudés par rapport à ce qui s'est passé, notamment par l'annulation de l'ensemble des événements des semaines passées, mais également des semaines et des mois à venir. Ils vont dans un premier temps faire un bilan de leur éventuelle perte avant d'envisager de revenir sur le marché. Il y a enfin le marché de l'investisseur locatif expatrié, le français non résident, qui voit son investissement immobilier en France avant tout comme un investissement de préparation à sa retraite. En effet, cet investissement il lui permet de créer un patrimoine immobilier, notamment par l'effet de levier du crédit, tout en le finançant par l'encaissement de loyers. Ce typologie d'investisseur ne devrait pas vraiment reculer, du moins à moyen terme, car c'est un produit de retraite par capitalisation dont ils ne peuvent vraiment se passer compte tenu de l'absence de retraite par répartition dans de nombreux États dans lesquels ils résident. Le retour des investisseurs étrangers dépendra essentiellement du nouveau cycle économique d'après-crise. Il faudra très certainement attendre une stabilisation de l'offre, ne serait-ce que l'offre de transport, avec la reprise de l'activité aéronautique, pour que la demande soit à nouveau au rendez-vous. Que faire si vous êtes engagé dans un processus d'acquisition d'un logement en pleine période de confinement? Tout va dépendre, bien entendu, de l'étape à laquelle vous en êtes. Si l'acquéreur vous envoie une offre d'achat, c'est-à-dire une proposition écrite par laquelle il s'engage à acheter votre bien à un certain prix que vous avez accepté ces derniers jours, vous pouvez vous contacter pour prolonger, bien entendu, la durée de validité de cette offre d'achat. C'est ce qui va lui garantir à votre acheteur que votre bien lui sera réservé. À ceux qui s'apprêtent à signer un avant-contrat, sous la forme d'une promesse de vente ou d'un compromis de vente, rappelons qu'il se signe majoritairement, bien entendu, chez le notaire. Mais il est possible de s'y prendre en sous-seing privé, entre particuliers, sans notaire donc, et sans avoir à se rencontrer physiquement. L'option peut être envisagée en ce temps de confinement. Cependant, pour en avoir très longuement parlé avec mes notaires partenaires, les offices sont ouvertes, les signatures continuent. Mais sans besoin impératif d'avancer rapidement la procédure, mieux vaudra temporiser et remettre la signature à plus tard. Vente et achat immobilier nécessitent, vous le savez, en effet, de réussir un bon nombre de documents. Et il est préférable, afin d'éviter tout problème juridique par la suite, de se faire accompagner par le notaire. Alternative, ces derniers peuvent signer à votre place l'avant-contrat. Les méthodes en période de confinement ont juste changé, évolué, et elles se sont digitalisées tout simplement. Alors, quels sont les différents scénarios? On en parlait en début de vidéo. Une reprise en V, c'est-à-dire un fort rebond après une forte dégringolade. Ce scénario n'est plus vraiment réaliste, car oui, il y aura des dégâts et oui, les conséquences se feront sentir au-delà du très court terme. Une absence de reprise en L, c'est-à-dire une longue stagnation. Si on observe tout ce qui est mis en place avec les centaines de milliards mis sur la table par les États, du G20 notamment, et les banques centrales pour faire redémarrer l'économie, ce scénario pessimiste n'est pas non plus le plus probable. Une reprise peut être en U, c'est-à-dire une stagnation pendant un temps, plus ou moins long, puis une forte reprise. C'est un scénario un peu plus plausible, notamment en France, grâce aux leçons retenues du passé, notamment la mise en place du chômage partiel, qui permettra une reprise pour les entreprises, car la force de travail sera encore présente, et grâce au dispositif d'aide aux entreprises, notamment en trésorerie. Maintenant, le scénario le plus probable reste celui des cycles classiques économiques.
et il n'y a pas de lettre pour le définir. Mais il s'agirait tout simplement d'une tangente à la hausse sur un temps plus ou moins lent. En conclusion, ce qui est sûr, c'est que nous allons vivre un énorme embouteillage des projets en sortie de confinement. Les banques, les notaires, les diagnostics, les ménagements, les mises en ligne, avec toutes ces activités à l'arrêt depuis plusieurs semaines, quelques certitudes se dégagent cependant. La pandémie aura un impact fort sur la chute de la croissance et le niveau des ventes devrait donc mécaniquement chuter en 2020. Il n'en reste pas moins que cette crise ne sera en rien comparable à 2008, où l'on avait vécu une crise d'origine financière que les États n'ont pas forcément voulu accompagner. Là, la crise est purement sanitaire. Les États ont réagi très rapidement et fortement pour atténuer l'impact. Par ailleurs, les taux d'intérêt, puissants moteurs du marché immobilier, devraient rester bas. Dernier conseil, vendeurs, vous qui avez pour projet de vendre votre bien immobilier ou qui est peut-être déjà en vente, vous devez donc d'être plus fort que votre voisin qui mettra également en vente son bien. Vous devez d'être mieux présenté, d'être plus attractif, d'avoir une annonce plus jolie. Car comme on le sait, plus vous aurez de clics sur votre annonce, plus vous aurez de visites et donc plus vous aurez de chances d'avoir une offre d'achat. Pour être efficace et vendre dans les meilleurs délais, vous serez donc obligé d'avoir une annonce hyper attractive et d'être bien accompagné. Pour tous ceux qui ont pour projet de vente ou pour tous ceux qui sont déjà en vente, sachez que l'équipe imoneo.com est disponible 7 jours sur 7. Même en période de confinement, nous sommes là pour vous accompagner, vous guider, répondre à toutes vos questions. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cette toute nouvelle vidéo, l'impact du coronavirus sur l'immobilier. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube imoneo.com. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, ciao ciao.